bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est un vrai plaisir de recevoir Catherine. On a pas mal d'années de collaboration ensemble avec notre équipe Biostat et puis son équipe, avec des co-encadrements de thèse notamment. Donc, elle a un parcours très intéressant. Elle a, euh, Elle a fait une thèse en biostatistique et ensuite elle s'est dirigée dans l'industrie pharma chez MSD. Elle a ensuite basculé sur l'ORTC, un centre de recherche sur les essais cliniques en cancéro, pendant plusieurs années. Et ensuite, elle est devenue professeure de l'université de Louvain-la-Neuve, l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Et maintenant, elle est à la tête d'un gros institut qui combine des statisticiens, des biostatisticiens et des actuaires, et à l'ISBA, à Louvain-la-Neuve. Et ce qui l'a amené justement à faire des travaux sur le droit à l'oubli qui combine justement ces données d'actuaires. Voilà, donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Catherine. Plus récemment, donc ces thématiques sont vraiment autour de la survie et des modèles de survie avancés comme les cure modèles. Et plus récemment, elle a été l'auteur de ce livre que je vous conseille forcément avec des applications, des logiciels, un peu plus de théorie. Et voilà, notamment le dernier chapitre qui tient à cœur. Voilà, je vais te laisser la parole, Catherine, et te remercie de ta venue à Bordeaux. Voilà, merci beaucoup. Alors, le dernier chapitre a été écrit en plein confinement, Covid, avec mes enfants qui m'escaladaient. Donc, voilà, lisez plutôt les autres. Et donc, voilà, c'est une présentation qui commence super fort, puisqu'il y a donc déjà une erreur sur le premier transparent, puisque nous ne sommes pas en décembre 2014. Mais voilà, c'était comme ça, juste pour faire un petit peu preuve d'originalité. Donc voilà, donc peut-être avant de commencer ma présentation, je vais me présenter. Donc moi, c'est Catherine Legrand. Là au-dessus, vous avez Catherine Lagrande. Et donc si vous n'êtes pas sûr de laquelle est laquelle, grosso modo, vous regardez la tenue vestimentaire et ça devrait vous aider à nous distinguer. Alors je viens effectivement de Belgique et je viens plus exactement, j'habite actuellement dans un moyen village, on va dire, qui s'appelle Braine-l'Alleud. Et alors Braine-l'Alleud, en fait, pour votre information, c'est là qu'est situé le plus gros du champ de bataille de la bataille de Waterloo. Alors pourquoi est-ce que je vous mentionne ça? En fait, la dernière fois que je suis venue faire un séminaire ici, c'était en pleine Coupe du Monde et c'était juste avant un match Belgique-France. Et j'avais dit que, évidemment, la Belgique allait écraser la France, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Et donc, Alioum s'est moqué de moi à plusieurs reprises à propos de ça. Et donc, cette fois-ci, je n'ai pas pris de risque parce qu'en fait, à Waterloo, vous vous êtes fait écraser. Là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'habite tout près du Lion de Waterloo, qui est là pour célébrer votre défaite en Belgique. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on dit la bataille de Waterloo, alors qu'en fait, cette bataille a eu principalement lieu à Braine-l'Alleud, vous n'aurez qu'à me poser la question après, pendant la question-réponse, et je vous répondrai. Alors, je suis effectivement maintenant présidente. En fait, je suis présidente du LIDAM, qui est un encore plus gros institut qui contient l'ISBA comme sous-institut, et qui est un des instituts donc, de l'Université catholique de Louvain, qui est donc situé à Louvain-la-Neuve, et qu'il ne faut donc pas confondre avec l'Université catholique de Louvain, qui est située à Louvain. D'accord? Alors, si vous vous demandez pourquoi en Belgique on a deux universités qui ont le même nom, vous me poserez la question après, pendant la séance de questions-réponses. Voilà, alors ma présentation va être sur le droit à l'oubli, qui est quand même quelque chose dont on parle beaucoup pour le moment. Là, on a repris quelques petits éléments qui ont été des espèces d'annonces dans la presse ou à la radio ou quoi. On voit que c'est vraiment un sujet pour le moment qui bouge beaucoup. Et c'est un sujet sur lequel, je pense, la France a été un peu leader, il faut bien pouvoir admettre de temps en temps, et sur lequel d'autres pays ont suivi derrière. Et donc, c'est un petit peu cette aventure-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est en fait très, très intéressant parce que c'est un sujet qui est, j'ai envie de dire, quasiment par définition interdisciplinaire. Et donc, on va pouvoir voir les apports des différentes disciplines dans ce projet. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Pour ceux d'entre vous qui ont déjà acheté une maison ou pour ceux qui planifient un jour d'acheter une maison, il faut savoir que la plupart d'entre nous, au moment où ils achètent une maison, en fait, ils n'ont pas l'argent pour acheter la maison et donc ils doivent emprunter l'argent. Et donc, vous allez faire un prêt à la banque
pour le montant de la maison, pour le coût de la maison. Et avec ce prêt que vous allez prendre à la banque, vous allez aussi devoir, en tout cas en Belgique c'est obligatoire et je pense en France aussi, prendre une assurance vie. Pourquoi est-ce que vous devez prendre une assurance vie? Ben, le problème pour la banque, c'est que s'il vous prête de l'argent, vous allez rembourser cet argent tous les mois pendant 20 ans ou 30 ans selon la durée de votre prêt. Mais évidemment, si à un moment vous mourrez, ben, la banque, elle n'est pas contente, pas parce que vous êtes mort, parce que ça, finalement, elle ne s'en fait pas trop, mais surtout parce qu'elle ne va plus récupérer ses sous. Vous n'allez pas continuer à lui rembourser votre prêt. Et donc, c'est pour ça qu'on associe à ce type de prêt une assurance, donc on appelle assurance solde restant dû, qui dit, ben voilà, si je venais à décéder pendant la durée de remboursement de mon prêt, eh ben, à ce moment-là, l'assurance qui va rembourser à la banque la partie de l'argent que je n'ai pas pu rembourser puisque je suis décédé entre-temps. Alors, évidemment, quelque part, on peut tout de suite s'imaginer que plus je suis quelqu'un en bonne santé et avec une bonne espérance de vie, moins les primes que je vais devoir payer pour cette assurance vie vont être élevées. À l'inverse, plus je suis quelqu'un en mauvaise santé et avec une pauvre espérance de vie, plus les primes que je vais devoir payer pour cette assurance vie vont être élevées, et au point même que certaines personnes, en fait, sont exclues de ce système d'assurance vie, c'est-à-dire que les compagnies ne veulent pas leur donner d'assurance vie parce qu'ils estiment que ces personnes n'ont pas une assez bonne espérance de vie et que donc, d'office, ils vont devoir prendre le relais par rapport au paiement du prêt. Et donc, ça, c'est le contexte général du droit à l'oubli. Et donc, c'est là-dedans qu'on a travaillé. Alors, le droit à l'oubli, alors, la première chose qui est intéressante à propos de ce droit à l'oubli, donc la première discipline quelque part qu'on pourrait impliquer, c'est la linguistique, parce qu'en fait, il y a une petite discussion, on va dire, par rapport à la façon dont on doit traduire le droit à l'oubli en anglais. Certains vont dire right to be forgotten et d'autres vont dire right to forget. Et quelle est la différence entre les deux? Il y a quand même une différence entre les deux. L'idée du droit à l'oubli, qui a été établie dans la loi en France en 2016, c'est que quand vous allez demander un prêt à la banque et qu'ensuite vous allez demander une assurance vie pour couvrir ce prêt, en fait, vous avez le droit de ne pas déclarer que vous avez eu, alors au départ c'était pour un cancer, vous avez le droit de ne pas déclarer que vous avez eu un cancer s'il y a eu plus de 10 ans qui se sont écoulés entre la fin de votre traitement et le moment où vous allez auprès de votre compagnie d'assurance. Et donc, est-ce que c'est le droit d'oublier de dire qu'on a eu un cancer ou est-ce que c'est le droit d'être oublié pour le fait qu'on a eu un cancer? Ça, il faudrait discuter avec des linguistes. Et donc ça, c'est l'idée de base, c'est de dire, voilà, au bout d'un certain temps, qui était au départ fixé à 10 ans, après la fin de votre traitement, vous ne devez plus déclarer cela à la compagnie d'assurance, qui va donc vous appliquer les mêmes primes que pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu de cancer. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en France et qui ont été faits en fait principalement par des épidémiologistes et des biostatisticiens pour essayer de réduire, parce qu'on a dit finalement ces 10 ans, en fait c'est long et en fait il y a beaucoup de types de cancers pour lesquels on pourrait réduire ces 10 ans à une période plus courte. Donc il y a eu énormément de travaux qui ont été faits là-dessus. Et il y a également des travaux qui ont été faits pour dire finalement, il n'y a pas que le cancer comme maladie et peut-être qu'on pourrait appliquer ce droit à l'oubli à d'autres types de maladies. Alors ça, c'était la situation en France. En Belgique, en 2016, quand la loi est passée en France, il n'y avait encore pas grand-chose qui se passait en Belgique, pas beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Et le contexte est quand même si on est deux pays très très proches, le contexte est quand même un petit peu différent. La première, c'est que je pense, et ça c'est plutôt une opinion personnelle, qu'on n'a pas la même culture de l'épidémiologie en Belgique qu'en France. On n'a d'ailleurs pas énormément de registres. Vous verrez que le seul registre qu'on a est en fait un registre très récent. Donc on n'a pas vraiment cette propension à collecter des données au niveau populationnel et à les analyser. Donc on avait aussi un problème qu'on avait beaucoup moins de données disponibles. Et comme je dis, le registre du cancer, ça va aller, chez nous est beaucoup plus jeune que chez vous. Et donc, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de plus, on a eu très vite et très rapidement une bonne grosse résistance de la part des assurances. Je pense que du fait que le pays est plus petit, les gens sont plus entre eux, et donc les gens se connaissent mieux. Et donc les assureurs se sont plus mis entre eux pour faire front et pour dire là, attendez, là, c'est bien beau votre truc de biostatisticien et d'épidémiologiste, mais ce n'est pas vos sous après qui vont être donnés aux gens. Donc on aimerait bien de notre côté s'assurer que tout ça a du sens.
Et enfin, il faut savoir que le système, la façon dont fonctionne le système des assurances, c'est sur base d'un principe de mutualisation. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas vos primes qui vont vous servir à vous, mais c'est l'idée que c'est les primes de l'entier à tout le monde. Et donc, à partir du moment où on est un beaucoup plus petit pays, ben, il y a aussi une mutualisation beaucoup moins grande qui peut se faire. Alors, un dernier point, c'est comme on sait que les gens sont... Il y avait cette histoire de 10 ans après la fin du protocole thérapeutique. Nous, on est dès le départ partis sur l'idée que ce n'était pas une bonne idée, en fait, de prendre la date de fin du traitement thérapeutique parce que ça peut très facilement ouvrir débat, en fait. Quelle est la date de la fin du traitement? Les gens ne vont pas être d'accord, surtout qu'il y avait des exceptions. On disait par exemple le cancer du sein, oui, mais l'hormonothérapie ne rentre pas dans le traitement, ceci, cela. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Et donc, nous, on plaide plutôt pour prendre la date de diagnostic telle qu'elle est inscrite au registre du cancer, parce que là, il n'y a pas de discussion, il y a une date qui est inscrite dans le registre, et c'est cette date-là. Donc, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur la date. Et le deuxième avantage, c'est que quelque part, dès que la personne est diagnostiquée, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle, on peut quand même lui dire déjà au bout de combien de temps est-ce qu'elle accédera à ce droit à l'oubli indépendamment de la durée de son traitement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, à ce moment-là, en ayant tout ça en tête, on a décidé de créer une petite équipe interdisciplinaire avec des gens de différents backgrounds pour essayer de travailler sur ce droit à l'oubli en Belgique. Donc, il y a mon collègue Michel Denuy qui est actuaire, moi plutôt avec la casquette biostat. On a dans un premier temps recruté Antoine, qui avait un background d'économètre, mais qui voulait se diriger vers la biostat. Et plus récemment, on a recruté Fanny, qui est vraiment épidémio, et Aurel, qui a lui un background de data scientist. Et on a commencé aussi différentes collaborations, donc avec le registre belge du cancer, avec le KCE, qui est un espèce d'organisme fédéral en Belgique qui fait des études de santé. On a aussi, avec Fanny, une collaboration avec Aix-Marseille Université, avec Rock Georgie. Et on aurait bien voulu, je vous expliquerai ça plus tard, avoir une collaboration avec l'agence intermutualiste pour avoir accès à leurs données, mais ils nous ont poliment dit que ça ne les intéressait pas. Et donc, voilà, tant pis pour eux. Alors, quels étaient les différents axes de nos recherches? Donc, en fait, la première chose qu'on s'est dit, on s'est dit, pour arriver à convaincre les assureurs belges que effectivement ce droit à l'oubli, c'est une bonne chose, on va commencer par réappliquer toutes les méthodes qui existent, mais sur base de données belges. Des fois que les Français et les Belges soient tellement différents qu'on obtienne des résultats différents, on n'y croyait pas trop, mais on s'est dit, voilà, ça va les convaincre. Et puis, vous allez voir qu'on a aussi décidé d'explorer toute une série d'autres méthodes. Et puis, ce qu'on a fait, ce dont on avait l'impression qu'il n'était pas vraiment fait en France, parce qu'au final, il faut quand même que les Belges soient meilleurs que les Français, n'est-ce pas, à Lyon? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va nous ajouter à l'équipe toute l'expertise qui vient du monde de l'actuariat. Donc, les actuaires, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc, voilà, ce sont des gens qui ont étudié principalement la mathématique financière et qui travaillent dans les compagnies d'assurance, justement, en partie pour ces calculs de primes et tout ça. Et ensuite, après, on s'est dit, voilà, on va également réfléchir à différentes questions et je reviendrai sur ces questions au moment de ma conclusion. Donc, quelle est l'idée? Donc, rappelez-vous, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a un système de mutualisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder non pas les individus en eux-mêmes, mais l'entièreté de la population. Alors là, comme le transparent avait la taille qu'il avait, j'ai fait une petite population de 50 personnes, mais il faut penser qu'on s'adresse à la population. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, ce que j'ai représenté là, c'est la durée de survie des gens à partir du moment où ils ont pris leur prêt pour leur maison. Donc ici, le temps zéro, c'est le moment où ils ont pris leur prêt pour leur maison et donc où ils ont commencé à payer cette assurance vie. En général, les prêts s'étalent sur 20 ou 30 ans. Donc ici, pour l'exemple, on a pris un prêt qui s'étale sur 20 ans. Et ça, c'est une population normale. Donc en fait, la plupart de la population va vivre en moyenne encore 44 ans après avoir commencé à avoir pris son prêt. Bon, c'est un exemple fictif, mais c'est pour vous montrer ce qui fonctionne. Bon, on voit là qu'il y en a quand même 2 qui sont morts avant d'avoir fini de rembourser leur prêt, mais finalement 2, sachant que tous les autres ont payé leur prime jusqu'au bout, ça va être quelque chose qui va être mutualisable et qu'on va pouvoir rattraper. Donc ça, dans la population normale, il n'y a pas de souci. L'assurance solde restant dû joue son rôle et donc tout le monde est content. La banque récupère son argent, il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, si on rentre dans ce qu'on appelle une population avec un risque aggravé, c'est-à-dire des gens, plus maintenant la population
classique, mais en fait, par exemple, une population de personnes qui ont été diagnostiquées avec un certain type de cancer qui a vraiment un mauvais pronostic, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que la survie moyenne de tous ces gens, à partir du moment où ils ont pris leur prêt, va fortement être réduite. Et donc là, vous voyez que le principe de mutualisation sur les gens qui payent leurs primes pour rembourser la banque, ben, ça ne va plus du tout marcher. Et donc là, on ne va plus rien faire. Et dans ce cas-ci, en fait, pour être tout à fait honnête, on ne va pas pouvoir apporter de solution miracle. Et donc, ces gens vont continuer à être exclus du système d'assurance vie et donc vont continuer à être exclus de l'idée de pouvoir faire un prêt pour acheter une maison. Mais après, il n'y a pas que ces deux cas-là. Il y a des cas qui sont un peu intermédiaires entre les deux et c'est ces cas-là qu'on a étudiés. Il y a déjà le cas où on pense que les gens ont un risque aggravé. Et donc, c'est ce qui se passe avec certains cancers. On se dit, ah, ben, comme la personne a eu un cancer, il a un risque aggravé. Mais en fait, non. Parce que soit on est arrivé maintenant à faire quand même énormément de progrès dans les traitements contre le cancer. Et donc, en fait, ces gens récupèrent une survie normale. Soit parce qu'en fait, effectivement, ils ont une durée de vie qui est plus courte que les autres, mais finalement, pas dans la fenêtre des 20 ans qui va être intéressant pour l'assureur et qui va être intéressant par rapport à ce prêt. Et donc, dans ce cas-ci, ben, en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on voit effectivement les gens meurent plus tôt, mais en fait, il n'y en a toujours que 2 qui ne vont pas pouvoir rembourser leur prêt. Et donc, le principe de mutualisation va continuer à fonctionner. Et alors, le troisième cas, qui est en fait le cas sur lequel la France a beaucoup travaillé, c'est le cas où en fait la population des gens qui ont la maladie qui nous concerne va en fait être constituée en fait de ce qu'on appelle une mixture de population, c'est-à-dire qu'en fait on a 2 sous-groupes là-dedans. On a un sous-groupe de gens qui malheureusement vont décéder de leur maladie, donc c'est les gens qui ont ici des petites durées, et puis on a un sous-groupe de gens qui en fait vont être guéris et qui vont en fait récupérer la même mortalité que la population générale. Et donc, à ce moment-là, si je regarde mon image comme ça, je dis, ben là, mon principe de mutualisation, il ne va pas fonctionner parce qu'il y a trop de gens qui s'arrêtent trop tôt et donc je ne vais pas pouvoir récupérer avec mes primes le principe de mutualisation, ça ne va pas fonctionner. Par contre, imaginons maintenant que je me dise, ben, en fait, je vais installer un certain délai et je vais dire, ben, en fait, tous les gens qui ont survécu ce délai-là, ben, ceux-là, en fait, ils deviennent éligibles parce qu'en fait, ceux-là, je vois que leur survie va dépasser la durée du prêt et donc tout cela va bien. Alors évidemment, c'est un peu cruel pour les pauvres qui n'arrivent pas à ce délai-là, mais ça permet par contre à tous ceux qui arrivent à ce délai-là de pouvoir bénéficier de l'accès à l'assurance. Et donc ça, c'est vraiment le droit à l'oubli dans le sens sur lequel la France a beaucoup travaillé, qui est de dire, ben, on va définir, alors évidemment, la question maintenant, c'est ben, comment est-ce qu'on définit ce délai? Vous voyez qu'ici, je l'ai mis à 10 ans, qui avait été un seuil décidé au départ de façon totalement arbitraire. La question va être, ben, comment est-ce qu'on va définir ce délai et on va, pour certaines pathologies, je vous montrerai des exemples en cancer de la thyroïde, par exemple, on va pouvoir raccourcir fortement ce délai. Après, on va voir qu'il y a d'autres cancers pour lesquels, en fait, le délai, si on le calculait vraiment, il est plus grand que 10 ans. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas trop la ramener là-dessus parce qu'il faut espérer, évidemment, que les politiques vont garder 10 ans. Donc, on marche aussi parfois un petit peu sur des œufs parce qu'on dit on aimerait bien raccourcir ce délai pour ceux pour qui c'est possible, mais finalement, pour ceux dont on va montrer que ce n'est pas possible, on ne voudrait pas que du coup les gens disent ah bah alors du coup on arrête avec les 10 ans et on met 20 ans. Donc il faut parfois être prudent dans la communication également. Alors, donc, toute la difficulté va être, ben maintenant, pensons à une maladie, n'importe laquelle. Voilà, là, j'ai pensé au mélanome, mais on peut penser à n'importe laquelle. La première chose à faire, ça va être de, ben, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un risque aggravé réel, donc c'est la situation où malheureusement on ne peut rien faire parce que les gens ont effectivement une survie trop courte pour pouvoir leur offrir quoi que ce soit, ou bien un risque aggravé perçu. C'est-à-dire qu'effectivement, ces gens ont une survie plus courte, et on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en fait, sur la durée des 20 ans, il n'y a pas de souci, et donc ils pourraient quand même accéder au prêt. Et si on est dans le cas où on a cette mixture de population, comme je vous le disais, ben comment est-ce qu'on va définir ici ce qu'on a appelé le waiting time, qui est le temps au-delà duquel les gens peuvent accéder à ce droit à l'oubli. Alors, on va faire tout ça, mais on va devoir faire tout ça en prenant différentes choses en compte. Alors, la première chose qu'on va prendre en compte, c'est que n'oubliez pas que même dans la population normale, il y a de temps en temps des gens qui meurent. Des gens, soit qui meurent d'autre chose, soit ils se font écraser par un tram, soit voilà, il y a des choses qui arrivent. Et donc, il y en a quand même de temps en temps qui disparaissent. Et donc ça, on ne peut pas pénaliser les gens qui ont, disons, un cancer pour le fait qu'il y a quand même cette mortalité qui est là, générale dans la population. Et donc, il faut prendre ça en compte.
Alors ensuite, il va falloir aussi tenir compte que la plupart des... Et là, ce n'est pas moi qui dois vous expliquer ça, mais comme vous savez, la plupart des registres, en fait, n'ont en général pas l'information sur la cause de décès. Et quand bien même il l'aurait, elle n'est pas toujours géniale, pas toujours très correcte. Et puis, de toute façon, elle est aussi très difficile à définir dans toute une série de cas. Et alors, un autre problème qu'on a aussi, c'est que ces temps qu'on observe dans les registres, en fait, ils sont censurés, c'est-à-dire qu'on n'a pas la donnée exacte pour tout le monde. Et alors, carrément, parfois, il y a aussi des maladies pour lesquelles on n'a pas de registre du tout. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas-là? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec l'analyse de survie, mais juste au cas où, voilà, si ça va trop lentement, vous me faites des grands signes et j'accélère. Donc, l'idée de l'analyse de survie, c'est quoi? C'est qu'on va regarder le temps. Alors, dans les exemples classiques, on regarde le temps jusqu'au décès du patient. Et donc, ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va observer ici. Et on a cette difficulté qui est là, qui est qu'en fait, au moment où on reçoit les données, il y a des gens qui, heureusement pour eux, étaient encore en vie à ce moment-là. Et donc, pour ces gens-là, la seule chose qu'on sait, c'est que leur temps jusqu'à l'événement, il est en fait plus long que le temps que nous, on a observé. Ça, c'est ce qu'on appelle des données censurées à droite. Donc, c'est-à-dire que pour toute une série de personnes, vous avez observé le temps jusqu'au décès. Et, vous avez un indicateur qui vous dit que vous avez votre temps jusqu'au décès. Mais pour toute une série d'autres personnes, en fait, vous avez le temps jusqu'à la dernière information que vous avez eue à propos de cette personne-là. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une donnée qui est censurée. Et donc, ce que vous allez observer, en fait, dans vos données, c'est le minimum entre le temps jusqu'à l'événement et le temps jusqu'à la censure. Ça va, ça? Donc, on va faire, et alors quand on travaille, alors du coup, on va travailler avec les données de survie, et après vous écrivez un bouquin, tout le bazar et tout. On va faire en général deux grosses hypothèses. La première hypothèse qu'on va faire, et bon là il y en a d'autres qui ont écrit d'autres bouquins sur qu'est-ce qu'il faut faire quand ce n'est pas le cas, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle l'hypothèse de censure indépendante ou non informative, c'est-à-dire qu'on va considérer le fait que vous soyez censuré n'a pas d'impact sur votre temps survie qui reste derrière. D'accord? Donc, ça serait problématique, par exemple, si dans votre base de données, tous les gens qui, quelque part, sentaient qu'ils allaient mourir, ils ont décidé de partir de votre étude pour aller finir leur jour à Hawaï et sans donner de nouvelles de ce qui se passe. Et donc là, quelque part, il y a un problème de censure informative. Donc ça, c'est la première hypothèse. On ne va pas beaucoup en parler dans ce cas-ci parce qu'on va continuer à faire cette hypothèse-là. Par contre, une autre hypothèse qui est en fait très présente, mais qui est tellement présente qu'en fait, on ne la dit jamais. Et même, je pense qu'on donne des cours d'analyse de survie, on oublie parfois de la mentionner tellement c'est évident pour nous, c'est qu'on fait l'hypothèse que tout le monde va finir par avoir l'événement d'intérêt. D'accord? Alors, évidemment, si on prend le décès, vous allez me dire, c'est bien gentil, Catherine, tu viens d'une université catholique, mais quand même, à un moment, il faut réaliser que tout le monde meurt. Oui, effectivement, tout le monde meurt. Mais tout le monde ne meurt pas nécessairement de la cause qui nous intéresse. Et n'oubliez pas aussi qu'on peut généraliser toutes ces questions d'analyse de survie à plein d'autres choses que le temps jusqu'au décès. Pour les jeunes étudiants, on peut étudier le temps entre la diplomation et le premier emploi, par exemple. Et là, malheureusement, il y en a certains qui n'auront, juste pour vous casser le moral, il y en aura certains qui n'auront jamais d'emploi parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ont épousé quelqu'un de très riche. Voilà. Mais donc, il y a en fait cette hypothèse qu'il va y avoir l'événement d'office pour tout le monde. En fait, elle n'est pas toujours vraie. On peut trouver. Alors, un autre exemple plus positif, c'est classique, c'est les gens qui sortent de prison et donc le temps jusqu'au moment où ils retournent en prison parce qu'ils ont recommis un décès. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui, enfin non, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ne retournent jamais en prison. Et donc voilà. Donc ça, il va falloir prendre en compte le fait qu'on a des gens. Ah, j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui ne vont jamais avoir l'événement d'intérêt, et donc c'est-à-dire leur temps jusqu'à l'événement va en réalité être infini. Alors le problème qu'on a avec ça, c'est notre censure, parce qu'en fait vous, ce que vous avez dans vos données, c'est ça. Et donc, comment savoir sur base de ça qui est censuré, mais on va en fait avoir l'événement juste après, ou qui n'est pas censuré et en fait n'aura jamais l'événement. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire. Alors, une petite remarque, quand vous n'avez pas de censure, une fonction qu'on va beaucoup aimer en analyse de survie, c'est la fonction de survie, qui est en fait simplement 1 moins la fonction de distribution. Hein, donc, on n'a pas été non plus... voilà. Et ce qui est important, c'est que comme cette fonction est 1 moins votre fonction de distribution, elle commence à 1, et quand le temps tend vers l'infini, en fait, elle va tendre vers 0. C'est ce qu'on appelle une fonction de survie propre, parce qu'elle remplit les bonnes caractéristiques qu'elle doit remplir.
D'accord? Donc, évidemment, la fonction de survie représente la probabilité de survivre au-delà du temps t. Donc, évidemment, en 0, la probabilité de vivre plus que 0, elle est de 1. Mais par contre, quand le temps t va tendre vers l'infini, vous allez avoir cette fonction qui va tendre vers 0. Si maintenant, vous êtes dans une situation où vous avez à la fois des gens qui ne vont jamais avoir l'événement et des gens qui vont avoir l'événement, à ce moment-là, en fait, votre fonction de survie, elle ne va plus tendre vers 0 quand t va tendre l'infini, parce qu'il y a toute une partie de la population qui va en fait ne jamais avoir l'événement. Et donc, vous allez observer ici ce plateau. D'accord? Non seulement vous observez ce plateau, et ce plateau, il vous donne une information que vous aimeriez bien être capable d'utiliser. Donc, il va falloir construire des modèles qui permettent d'avoir de l'information sur ce plateau. Mais en plus, d'un point de vue plus mathématique derrière, ça veut dire que votre fonction de survie, qui est 1 moins votre fonction de distribution, n'est plus une fonction propre, c'est-à-dire qu'elle ne remplit plus toutes les bonnes caractéristiques que doivent normalement remplir une fonction de survie et que doit en fait normalement remplir une fonction de distribution. D'accord? Donc, il a fallu développer en fait des techniques particulières qui sont là pour prendre en compte à la fois la difficulté, j'ai envie de dire mathématique, de dire on travaille avec une fonction de distribution qui n'est plus une fonction de distribution propre, mais en plus de façon à pouvoir soutirer le maximum d'informations qu'on a dans cette situation. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les modèles de guérison ou les cure modèles en anglais. Il y a deux grandes familles à la mode. Il y en a 2-3 autres petites qui existent, mais qui sont beaucoup moins à la mode. Si ça vous intéresse, ici, il y a une petite vidéo que j'ai fait, enfin que j'ai pas fait, mais c'est un séminaire que j'ai fait qui a été filmé, où j'explique en plus de détails la différence entre les deux. On va surtout regarder le premier modèle ici, je regarde l'heure qu'il est. Donc, vous voyez qu'ici, le premier modèle, en fait, c'est le modèle qui est en général le plus intuitif, parce que c'est vraiment pour dire, il va vraiment explicitement dire qu'il y a deux sous-populations, en fait. Et donc, vous avez ici une certaine probabilité, une certaine proportion de gens qui sont dans la population des guéris, et donc qui ont une fonction de survie. Les guéris, ils ont une fonction de survie qui est égale à 1 tout le temps, d'accord? Puisque leur temps d'événement est infini, donc ils ont une survie qui vaut 1. Et donc, vous avez ici la proportion de gens qui sont guéris, et puis ici, vous avez la proportion de gens qui ne sont pas guéris. Et donc, à ce moment, donc, en fait, ici, ce n'est pas la proba d'être guéri, c'est la proba de ne pas être guéri, désolé. Donc, ici, il faut corriger. Donc, vous avez ici les gens qui sont guéris, donc 1 moins la proba de ne pas être guéri. Et ici, vous avez les gens qui ne sont pas guéris et qui vont avoir une certaine fonction de survie. Et comme eux, ils ne sont pas guéris, ils vont tous avoir l'événement. Et donc, je retombe sur de l'analyse de survie classique. Je retombe sur une fonction de survie qui est propre et qui va donc tendre vers 0 quand le temps va tendre vers l'infini. Et donc, si je prends ma fonction de ma survie globale ici, je vois que quand t tend vers l'infini, ceci, puisque c'est une fonction de survie propre, ça va tendre vers 0. Et donc, je vais me retrouver avec 1 moins pi de x ici, qui ne dépend plus du temps, qui est en fait la hauteur à laquelle se situe ici mon plateau et qui représente la proportion de gens guéris. D'accord? Donc là, on va vraiment insister sur le fait qu'on a ces deux sous-populations. L'autre modèle qui a été étudié, et alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un avantage de ce modèle-ci aussi, c'est que vous voyez qu'en fait, vous pouvez aller mettre des covariables différentes dans la partie que vous allez modéliser ici, qu'on appelle la latence, qui est la survie des gens qui ne sont pas guéris, et des covariables différentes dans le modèle que vous allez mettre ici pour la probabilité d'être guéri ou pas. Et donc, en fait, l'idée qu'il y a là derrière, c'est qu'en fait, ce n'est pas nécessairement les mêmes facteurs qui vont impacter le fait d'être guéri ou pas et qui vont impacter votre survie si vous n'êtes pas guéri. Vous avez la possibilité de mettre des covariables différentes ici. Un autre modèle, c'est ce qu'on appelle le Promotion Time Cure model, qui lui n'a par contre pas cette spécificité-là, qui part d'une autre idée, qui est un poil plus abstraite, qui est de dire, mais en fait, ce que vous avez ici dans l'exponentielle moins θx fois f de t, c'est en fait votre fonction de hasard cumulé. Donc, je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais l'idée de la fonction de hasard cumulé, c'est qu'elle doit tendre vers l'infini quand le temps tend vers l'infini. Et en fait, ici, on va l'empêcher d'aller jusqu'à l'infini. On va la bounder. Donc, en anglais, on dit bound. Donc, en français, on dit bounder, je suppose. Voilà. Avec votre accent, on va la bounder. C'est-à-dire qu'on va l'empêcher de continuer à aller vers l'infini, ce qui veut dire qu'en fait, qu'on va empêcher les événements de continuer à arriver. D'accord? Et donc, dans cette expression-ci, f de t est une fonction de distribution propre, c'est-à-dire qu'elle tend vers 1 quand t tend vers l'infini, et donc quand t tend vers l'infini, ceci va tendre vers exponentielle de moins θx, qui est en fait une autre façon
de modéliser la hauteur de votre plateau ici et de modéliser votre proportion de gens qui sont guéris. D'accord? Ce modèle-là est moins utilisé déjà parce qu'on ne sait pas mettre des covariables dans les deux parties, donc ça nous embête, bien qu'il y ait un doctorant chez nous qui l'a fait, mais voilà. Par contre, ce modèle-là, on peut montrer que dans certains cas, il y a une équivalence mathématique entre ce modèle-là et le modèle de Cox, qui est un modèle que tout le monde adore en survie et qui est un peu le Taylor Swift des modèles de survie. Et donc, du coup, voilà. Du coup, il est quand même un petit peu populaire, mais voilà. Donc, à partir du... Alors, voilà, tout ça, c'est bien beau, mais on n'a toujours pas parlé de notre droit à l'oubli jusqu'à présent. Donc, enfin, si, on en a parlé, mais pas par rapport au modèle. Donc, à partir du moment où on avait toute cette information-là, ben, on voit que les gens ont développé différentes techniques pour définir ce temps au bout duquel, ce waiting time, ce temps au bout duquel les gens vont pouvoir accéder à ce droit à l'oubli, c'est-à-dire au bout duquel ils vont pouvoir arrêter de dire qu'ils ont eu un cancer. Alors, une première idée qui paraît en fait totalement intuitive, c'est de se dire, en fait, à partir du moment où on a notre courbe, on sait que notre courbe, au bout d'un moment, elle va atteindre ce fameux plateau et que tous ceux qui restent derrière, c'est ceux qui sont guéris. Et donc, en fait, le temps du droit à l'oubli, c'est simplement le plus petit temps ici, à partir duquel ma fonction de survie atteint ce fameux plateau. Alors, ça paraît tout bête comme ça, et on se dit, oui, en fait, oui. Mais en fait, ce n'est pas si facile que ça, parce que si vous regardez bien la formulation du modèle précédemment, en fait, ce modèle, il n'est pas fait pour estimer ce temps jusqu'au moment où on atteint le plateau. Et donc, il a fallu un petit peu bosser là-dessus, et donc notamment, Olaïdé Boussari a travaillé là-dessus et a proposé un modèle qui permet de faire ça. Alors, tel que présenté ici, Olaïdé l'a fait de façon un peu plus intelligente que ça, mais tel que c'est présenté comme ça, il y a quand même un souci, c'est que il faut un long suivi, il faut un long follow-up, parce que ce plateau, il faut l'avoir atteint et il faut être sûr qu'on l'avoir atteint. Si vos données, elles s'arrêtent ici, vous n'êtes quand même pas trop sûr qu'après, ça ne continue pas de descendre. Donc, il faut un long plateau. Il y a pas mal de littérature, d'ailleurs, sur le fait qu'il faut un long plateau ici. Donc, ça, c'est le premier problème. Finalement, si je travaille comme ça, j'ai envie de dire naïvement, je ne vais pas prendre en compte la mortalité de la population. Or, on avait dit qu'on voulait prendre en compte la mortalité de la population. Et enfin, un dernier point, c'est que ça marche si effectivement on a du cure. Donc, ça marche dans la situation où j'ai cette mixture de population. Mais si on est dans la situation du risque perçu, mais qui n'est en fait pas un risque réel, ça ne marche pas parce que vous n'aurez pas de plateau et vous n'atteindrez jamais un plateau. Simplement, votre courbe, elle va rester très, très haut pendant très longtemps. C'est ce qu'on a, par exemple, avec certains cancers du sein en stade précoce. On a une courbe qui ne descend pas, mais qui n'atteint pas un plateau, en fait. Et donc là, si ma définition, c'est le temps jusqu'au plateau, en fait, j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait, j'ai une très bonne survie, bien meilleure que certains. Par exemple, ils avaient réussi à trouver, je me souviens, ils avaient présenté ça à une réunion à l'INCA, un temps, time to cure, oui, Boussari appelle ça time to cure. Il trouvait un time to cure chez les personnes qui avaient un cancer du pancréas, mais il n'en trouvait pas chez les personnes qui ont un cancer du sein. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont un cancer du sein, ils vont avoir cette courbe qui va rester très très haute, mais qui va descendre tout le temps sans jamais avoir vraiment de plateau. Par contre, les cancers du pancréas, le truc va descendre un peu style grand 8, la fête foraine, ça va descendre. Et puis, il va rester quelques individus qui sont là, qui sont probablement d'ailleurs des erreurs de diagnostic, et qui, eux, vont être considérés comme guéris et qui, effectivement, ne vont pas mourir. Donc, il y a un time to cure et qui, en plus, est très, très court. Parce que ça descend très vite et puis, effectivement, ça plateau avec les 4-5 qui restent là. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même un petit problème avec l'approche. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, vous devez vérifier dans quelle situation vous êtes et vous ne pouvez appliquer ça que dans les situations dans lesquelles il y a du cure. Et si vous êtes dans les situations où il n'y a pas de cure, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de droit à l'oubli qui est possible. Il faut passer à une autre méthode. Alors, pour ce qui est de la population, la mortalité de la population, en fait, comme je disais, Olaïdé a été un peu plus subtil que moi. Et donc, on va voir qu'en fait, il n'a pas travaillé sur la survie des gens, mais il va travailler sur un autre concept qu'on appelle la survie relative. Alors ça, normalement, vous êtes des experts en survie nette, survie relative, donc il faut que je fasse gaffe de ne pas dire des bêtises. Mais donc, l'idée ici, grosso modo, c'est qu'on va standardiser par rapport à la survie de la population générale. Et donc, la façon la plus simple de faire, mais après, il y a plein de littérature sur le sujet, c'est qu'on ne va pas regarder la survie de mes personnes qui ont la pathologie qui m'intéresse, mais je vais diviser cette survie par la survie de la population générale.
Et comme ça, ben, les causes de décès indépendantes de ma maladie, quelque part, vont s'annuler au niveau de la fraction. Et donc, je vais retrouver ici quelque chose qui estime, grosso modo, une survie dans un monde où il n'y aurait pas cette mortalité autre cause. Alors, on met souvent une astérix ici. De nouveau, ça, je ne pense pas que je dois vous l'expliquer pendant des heures, parce qu'en fait, cette survie de la population, en général, elle n'est pas estimée, mais elle est disponible au départ des offices nationaux. Chez nous, ça s'appelle StatBel, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais donc il existe des tables de mortalité au niveau du pays qu'on peut retrouver assez facilement, et donc on peut calculer ça. Mais donc c'est important quand même de retenir que seul le numérateur est estimé et le dénominateur ne l'est pas. Ça peut poser des questions si vous commencez à vouloir calculer des intervalles de confiance, des tests d'hypothèse ou ce genre de choses, parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui est estimé et quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, on a ce ratio. Alors, on voit bien que ce ratio, ben, en général, au départ, il va être plus petit que 1, hein, puisqu'en général, la survie des gens qui sont malades va être moins bonne que la survie des gens qui ne sont pas malades. Et l'idée, c'était de se dire ben, que progressivement, ça va se rapprocher de 1. C'est-à-dire, plus les gens se rapprochent de la survie de la population générale, ben, plus ce ratio va se rapprocher de 1. Et donc, on a dit à ce moment-là, ben, une façon de définir ce waiting time, c'est une façon de définir ce temps jusqu'à l'accès au droit à l'oubli, ben, c'est de dire, en fait, c'est le plus petit temps jusqu'à ce que ce R de T ait dépassé un certain seuil. Et alors, les statisticiens, ils aiment bien 95%, donc on va prendre 95%. D'accord. Il y en a quand même qui ont dit 95%, c'est un peu chaud, on va peut-être prendre 99%, mais c'était ça l'idée à peu près. Et donc, on définit ainsi ce T. Bon, il y a quand même une petite difficulté, c'est que ce R de T n'est pas nécessairement monotone décroissant. Donc, voilà. Donc, mais ça, on fait un peu semblant de rien. Donc, ici, je vous montre deux transparents très, très vite, où je montre qu'on a refait les résultats à la fois de Olaïdé, Boussari, Et donc, ce qu'a fait Olaïdé, c'est qu'il a appliquer son approche, non pas sur S de T, mais sur ce R de T, en fait. Et donc, voilà, je vous passe les détails techniques, mais c'est ce qu'il a fait. On a refait la même chose, plus sur les données françaises, mais sur les données belges, sachant que, comme je vous le dis, nous, notre registre du cancer, il existe depuis 2004. Et alors, petite spécificité bien belge, il existe depuis 2004 dans le nord du pays, chez les Flamands. Chez les Wallons, on est toujours un peu plus lent. Donc, on a mis un peu plus longtemps pour s'y mettre. Donc, je crois que c'est 2010 chez les Wallons ou quelque chose comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de follow-up formidable, en tout cas chez les Wallons. Alors, après, toute la question, c'est est-ce que les Wallons préfèrent se rattacher au registre français ou au registre flamand? Alors là, par contre, c'est un débat que nous n'aborderons pas, parce que c'est très compliqué pour nous. Donc voilà, donc on a obtenu les bons résultats. Ça, c'est cette fameuse survie relative. Alors dans le cas du mélanome et de la thyroïde, donc vous voyez qu'en fait, on reste assez bien haut, et puis au bout d'un moment, on va finir par remonter, et l'idée, c'est de voir quand est-ce qu'on va finir par se rapprocher de 1. Je passe rapidement là-dessus parce que je voulais vous parler justement de ce fameux 95%, voire 99%. Et donc ça, c'est un truc qu'on a découvert un peu il n'y a pas tellement longtemps, en fait. C'est qu'en fait, ce qui peut avoir l'air petit pour un biostatisticien ne l'est pas nécessairement pour un actuaire. Parce que l'actuaire, il pense en termes de sous. Et donc, dès qu'on parle en termes de sous, on doit être attention quand on dit petit. D'accord? Et donc, ce qu'on a vu ici, c'est que donc, l'idée, c'était de dire, on va partir de cette survie relative et on va prendre notre temps jusqu'au droit à l'oubli comme étant le plus petit temps de façon à ce que ceci soit, alors on n'a pas pris 95%, on a pris 99%, le plus petit temps au bout duquel ce ratio devient plus grand que 0,99. Et on a réécrit ça, on s'est beaucoup battu avec les notations, ça c'est un truc que je vous dis à l'avenir. À partir du moment où vous faites du transdisciplinaire, le problème numéro 1, c'est les notations, hein, parce que tout le monde utilise des notations différentes, c'est un peu l'enfer. Mais donc, on a réécrit tout ça en écriture actuarielle, on va dire ça. Et donc, grosso modo, ce que vous avez ici, c'est la traduction de ceci. Donc, simplement, on a passé ça de l'autre côté. Oui, c'est la traduction de ceci en écriture actuarielle, et donc qui parle en termes de probabilité de survie pour quelqu'un qui aurait pris un prêt à l'âge X, mais qui aurait eu un cancer W années avant. D'accord? Et donc, c'est sa probabilité annuelle de survie pour les personnes ici qui ont eu un cancer, et ici, pour les personnes NIS, c'est pour dire de National Institute Statistique, donc pour la population générale. On a mis ce 0,99 qui est là.
Puis, on a fait un petit calcul ici qui est en fait pas du tout compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire la probabilité de décès, c'est 1 moins la probabilité de survie. Puis, on a remplacé ici. Puis là, on a quand même un petit peu chipoté, mais bon, vous faites ça en 3-4 lignes de calcul. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'en fait, considérer ici ce seuil de 0,99, en fait, ça revient à accepter que la probabilité de décès sur 1 an est augmentée de 1% la survie correspondante à cette année-là. Et donc, je vous montre un petit exemple, même 2 exemples, où simplement on a mis des chiffres, en fait. Et donc, imaginons qu'on soit dans une situation où la probabilité annuelle de décès pour la population générale est de 0,01. Vous faites votre petit calcul, et qu'est-ce que vous découvrez ici? Vous découvrez que si votre population générale a un risque annuel de décès de 0,01, si vous acceptez d'ouvrir le droit à l'oubli à partir du moment où le ratio est à 0,99, ça veut dire que vous acceptez d'ouvrir le droit à l'oubli à partir du moment où la probabilité de décès annuel pour les gens qui ont un cancer est de 0,0199. Donc, grosso modo, vous doublez ce droit à l'oubli. Vous doublez cette probabilité de décès. Bon, OK. Là où ça devient plus problématique, c'est l'exemple 2 qui est ici, où là, vous partez du principe que pour la population générale, vous avez une probabilité de décès annuelle qui est de 0,001. Mais vous refaites le même calcul, et là, le problème, c'est que vous arrivez à 0,01. Donc, en fait, 10 fois plus. Et là, les actuaires, ils ont dit non, 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 on n'est pas d'accord. Surtout que qui prend des prêts? Les gens qui prennent des prêts, c'est quand même plutôt les gens qui sont jeunes et en bonne santé. Les petits vieux malades, ils ne prennent pas des prêts, ils n'achètent plus des maisons, ils ont déjà une maison de toute façon. D'accord? Donc, toute cette histoire de prêts et de droit à l'oubli, ça s'adresse quand même surtout à une population plutôt jeune et plutôt, grosso modo, en bonne santé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'exemple 2 que dans l'exemple 1. D'accord? Et donc là, c'est là où on en est pour le moment, c'est là que ça coince un petit peu. Alors, on a proposé une autre approche qui est de dire, mais en fait, plutôt que de parler en termes, parce que le gros problème, c'était que nous, on parlait, nous, quand je dis nous, c'est nous, hein, les épidémiologistes et les biostatisticiens, on parlait en termes de proba de survie, de time to cure et tout ça et tout. Et en fait, on avait les actuaires qui nous parlaient en termes d'argent. Et donc, finalement, on s'est dit, bon, allez, on va faire un pas vers eux, on va aller leur parler aussi en termes d'argent. Et donc, on va leur proposer une nouvelle définition. Grosso modo, toutes ces définitions sont les mêmes, mais quand même des approches différentes, du waiting period en disant c'est le temps le plus court, on va prendre le temps jusqu'à ce que finalement, les primes que doivent payer les gens sains reviennent aux mêmes que les primes que devraient payer les gens qui ont la maladie que j'étudie. Donc, c'est-à-dire, on va faire un calcul de primes pour les gens sains, vous allez voir, c'est pas très compliqué, voilà. Et on va faire un calcul de primes pour les gens qui ont la maladie. Et au bout d'un certain temps, comme les gens qui ont la maladie, ils vont quand même finir par rattraper la survie des gens sains, du coup, leurs primes vont également se rattraper, parce qu'on va faire des primes qui dépendent du temps, vont également rattraper celles des gens sains. Et donc, on va définir ce temps à l'oubli de cette façon-là. Alors, on a ici calculé, alors c'est un truc d'actuaire, bon, si vous voulez, je vous donnerai les détails après. Mais donc, voilà, l'idée, c'est qu'évidemment, vous prenez votre prêt, vous commencez à le rembourser, et donc plus le temps avance, plus vous avez remboursé une grosse partie. Et donc, quelque part, plus vous mourrez tard, plus vous avez déjà remboursé une grosse partie, plus vous mourrez tôt, moins vous avez remboursé. Et donc, on a les actuaires aiment beaucoup le Expected Present Value, EPV, qui est ici, qui est en fait, en moyenne, combien est-ce que je vais devoir rembourser, sachant que la personne peut mourir ici à tout moment, avec une certaine probabilité de décès, et qu'en fonction du moment où elle meurt, je vais devoir rembourser un montant différent. Ça va? Donc ça, c'est un calcul qu'ils font. Hein. Donc ça, c'est exactement comme ça qu'ils définissent le montant de vos primes d'assurance. C'est en utilisant cette formule qui est là et éventuellement en ajustant pour certaines covariables. Alors, en Belgique, on n'a plus le droit d'ajuster sur le sexe. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais voilà, est-ce que vous êtes fumeur, pas fumeur et ce genre de choses. Et donc, ils vont faire ce genre de truc qui est ici. Et donc, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, maintenant, considérons que notre personne ici, en fait, elle a pris son prêt à l'âge X, mais qu'en fait, elle avait eu un cancer à X moins W années. Et donc, à ce moment-là, on va devoir changer ici. Donc ça, grosso modo, c'est ma probabilité de survie conditionnelle, et ça, c'est mon taux de hasard. Je vais devoir adapter ça pour faire en sorte qu'il dépende du fait qu'il y a eu un cancer W années avant le fait de prendre le prêt. Et donc, je vais maintenant baser l'estimation de ces deux quantités-ci, non plus sur mes tables nationales,
mais sur ma cohorte de personnes qui ont la maladie. Et donc après, je vais dire, ben voilà, la waiting period, c'est le plus court temps depuis le diagnostic, de telle façon à ce que ces primes deviennent équivalentes. OK? Donc ça, c'est l'approche qu'on a fait. Alors, vous voyez ici ce qu'on a fait. Alors, il y a une astuce en Belgique, c'est qu'en fait, les actuaires n'utilisent pas les tables de mortalité nationales. Ils ont d'autres tables de mortalité à eux, qu'on appelle les tables XK, et qui tiennent en fait compte du fait que, globalement, la population qui est assurée est en fait une meilleure population en termes de facteurs socio-économiques que la population générale. Et donc, ils ont ce réajustement par rapport à ça. Et ils ont d'autres tables aussi qui sont les tables de la Banque nationale belge. Il y a une subtile différence entre les deux. Je dois avouer que je n'ai pas toujours bien compris la différence entre les deux, mais voilà. Et donc, on a fait le calcul. Et donc, ici, la ligne droite, ben, c'est le EPV pour les gens qui n'ont pas eu de cancer. Donc, c'est en moyenne combien on va devoir rembourser si jamais ils meurent. Et la courbe ici, c'est le EPVW, donc qui va décroître au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment où on a eu le cancer. Et donc, l'idée, c'est de voir à quel moment est-ce que la ligne qui descend croise la ligne qui est fixe. Je crois que je dois accélérer là. Allez, on accélère. Hop. Alors, on a fait ça, on a publié ça, on était très contents et tout. Le seul souci, c'est qu'au moment où on l'a fait, donc on a dû utiliser une technique ici pour calculer ce P et ce mu que je vous ai épargné. Mais en fait, comme on n'avait pas des données avec un follow-up très très long, on a un peu extrapolé. Voilà, hein, on n'a pas d'infos, qu'est-ce qu'on fait? On extrapole. On a un peu extrapolé. Et donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est rendu compte que en fonction du modèle qu'on utilisait pour extrapoler, donc soit principalement celui publié par Remontet et par Fauvernier, ou bien de l'autre côté par Jacobson et Liu et Zan, en fait, on n'obtenait quand même pas tout à fait les mêmes résultats. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même en termes de durée, pour accéder au droit à l'oubli, ça faisait quand même une fameuse différence. Donc ça, c'était un problème qu'on a eu et sur lequel on est en train d'essayer de travailler, en train d'essayer de se dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de follow-up suffisant? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution qui ne se base pas sur une extrapolation? Alors là, c'est ce qu'on est en train de faire. On souffre beaucoup en termes de notation. Mais donc, en gros, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réexprimé cette fameuse prime qui évolue au cours du temps. Alors, l'intégrale a disparu. Pourquoi l'intégrale a disparu? Parce qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, il y a des tas de choses qui sont constants par morceau, constants par année. Et donc, en fait, toutes nos intégrales deviennent des sommes. Et donc, c'est quand même un peu plus facile à gérer. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a des facteurs qui interviennent ici dont je n'ai pas parlé, qui sont principalement liés à l'inflation, en fait, et au fait que, voilà, 1 000 € maintenant, ce n'est pas 1 000 € dans 20 ans, et ainsi de suite. Mais ça, il y a aussi le fait que sur votre prêt, vous payez aussi des taux d'intérêt, et patati patata. Et donc, on a écrit ça. Donc, on a commencé par écrire ça. On a écrit ça. Alors, ça, c'est votre prime classique, telle qu'elle est calculée pour le moment par les assureurs. Si vous êtes en bonne santé, quelle est la prime que vous devez payer? Et c'est quelque chose qui est constant. Et ici, on a dit, en fait, on va reprendre la même expression, mais on va considérer qu'il y a un shift qui est dû au fait qu'en fait, vous n'êtes pas sain, mais que vous êtes malade. Et donc, on va mettre ce shift qui est ici. Et en fait, on peut se rendre compte que si après, vous essayez de résoudre cette équation, en fait, il n'y a qu'une solution unique pour gamma. Et donc, vous pouvez retrouver cette solution pour gamma. Et vous pouvez après l'utiliser ici dans exactement le même raisonnement que précédemment, mais au lieu de mettre un 0,99 qui tombe du ciel, vous allez maintenant utiliser ce gamma et ça va vous assurer, ça va contrôler qu'en fait les primes n'explosent pas dû au calcul que je vous ai montré avant et qui disait qu'en fait les gens avaient 10 fois plus de chances de mourir, là où nous on trouvait que 0,99 c'était petit. Et donc ça permet de contrôler cette inflation de la prime et donc on est en train de travailler là-dessus pour le moment, croisons les doigts, pour la suite. Alors, en très, très bref, on n'a pas fait que ça. Je vous avais dit, on a aussi décidé d'explorer d'autres méthodes. Alors, une méthode qu'on a explorée, alors on est un peu en train de galérer avec le papier de nouveau, principalement pour des problèmes de notation, c'est qu'on a utilisé la technique des YLL, donc le nombre d'années de vie perdues. Donc, de nouveau, ça, c'est un concept qui est normalement très, très familier en épidémiologie, puisque c'est une des composantes du DALY, donc le nombre d'années de vie que vous perdez. Et en fait, on se dit, en fait, on pourrait utiliser ça aussi, parce qu'on pourrait regarder dans l'autre sens, plutôt que de regarder... l'idée, c'est de se dire, calculons ici combien de temps on perd, combien de temps les gens perdent avant la fin du prêt, au niveau de la population des gens qui ont la maladie, combien de temps ils perdent avant les 20 ans du prêt, puisque de toute façon, en termes de prêt, tout est à horizon fini. Et donc, de se dire, voilà, ça va nous permettre, en fait, de quantifier le nombre d'années perdues. Et les nombres d'années perdues, c'est le nombre d'années où les gens ne payent pas. Et donc, on peut faire un lien très facilement
avec l'argent et donc voir comment on arrive à redistribuer ça sur les autres. Et donc, vous voyez qu'ici, le nombre d'années de vie perdues, en fait, on ne perd pas grand-chose. Hein. On perd ça et ça. Et donc, on sait assez facilement le redistribuer sur les autres sans que ça ne soit trop douloureux pour les autres. D'accord, de nouveau, dans un esprit de mutualisation, mais esprit de mutualisation, il ne faut pas non plus pousser Bobonne dans les orties, comme on dit. Il ne faut pas que la prime de tous les autres soit multipliée par 10 pour que les 2 personnes qui sont mortes avant aient pu avoir leur maison. Donc là, on arrive à redistribuer le truc. Une autre approche qu'on a étudiée, c'était les multi-state models. Et donc là, on est parti d'abord sur une approche très simple, avec un plus simple que ça, on meurt, en termes de multi-state model. Et en allant récupérer l'information de différentes sources. Et on a vu qu'en fait, ça nous permet d'obtenir une information quelque part un peu plus riche. Et ça a pas mal d'applications qu'on est en train de développer, notamment par rapport à d'autres types de produits d'assurance. Donc ça, c'est l'information qu'on avait obtenue, où on plotte à la fois le temps que les gens ont passé dans l'état ici malade et la probabilité de transition. Je ne sais plus très bien ce qu'on fait, il faudrait que je regarde, mais voilà, ça apporte une information plus riche et qui peut être plus utile. Et surtout, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on peut utiliser ces multi-state models pour réfléchir à d'autres produits d'assurance. Par exemple, on pourrait penser tout à fait différemment à se dire, ben voilà, et ça commence maintenant, certaines compagnies d'assurance commencent à le faire, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une assurance que vous payez tant que vous êtes en bonne santé, et puis le jour où vous avez un gros souci de santé, ben, vous recevez un petit pactole qui vous permet, en tout cas, d'appréhender la mauvaise nouvelle en étant un peu plus relax, parce que vous avez reçu votre petit pactole, et donc il n'y a pas trop d'inquiétude par rapport à votre avenir. Donc tout ça. Il y a aussi la question donc, des différentes formes de hasard. Donc je disais, le problème du cancer du sein, c'est un très bon problème, parce qu'en fait, on n'atteindra jamais ce plateau. Et donc, on est en train de voir, en fonction de tout ce qui a été fait en droit à l'oubli, marche surtout bien pour des pathologies pour lesquelles on a une forte augmentation du taux de décès au départ et où après, cette augmentation du taux de décès finit par disparaître. Si vous avez des maladies beaucoup plus progressives, j'ai envie de dire, où le taux de décès augmente avec le temps ou ce genre de choses, on avait voulu commencer un projet avec le diabète, mais on n'a pas eu accès aux données, où c'est un peu l'inverse, en fait. Hein. Au départ, les gens qui sont diagnostiqués avec leur diabète, ils n'ont pas un taux de décès si élevé que ça. Et puis, c'est au fur et à mesure, quand la pathologie évolue, que les choses se complètent. Et alors, c'était aussi, ce multi-state model, il était aussi pratique parce qu'on allait pouvoir éventuellement s'en servir sur base d'autres sources d'informations. Et donc, le projet qu'on avait avec le diabète, comme il n'y a pas de registre des gens qui ont le diabète en Belgique, c'était de travailler avec des données de consommation de soins. Voilà, sauf qu'on n'a pas eu accès aux données de consommation de soins. Et donc, ça nous permettait de construire un modèle qui permettait de prendre tout ça beaucoup mieux en compte. On verra. Si vous avez des données diabète, je peux repartir avec. Voilà, alors, voilà, je pense qu'il est carotte moins 5, hein, comme dit toujours mon prof d'équitation. Les carottes, c'est pour mon cheval, pas pour moi. Grosso modo, quand on applique exactement les mêmes méthodes aux données françaises ou aux données belges, sans grande surprise, on arrive grosso modo au même résultat. Nous ne sommes donc pas si différents, juste que nous sommes meilleurs en foot, mais qu'on ne le montre pas. Mais à part ça, voilà. Par contre, si on commence à utiliser des méthodes différentes, en fait, on n'a pas toujours exactement les mêmes résultats. Donc, il faut faire attention à différentes choses. Il faut toujours faire attention aux extrapolations, mais ça, c'est de façon générale dans toute votre vie. À partir du moment où vous extrapolez, soyez hyper prudent. Comme je disais, ce qui peut sembler petit pour certains n'est pas nécessairement petit pour d'autres, donc il faut faire attention à ça. En Belgique, en tout cas, le fait de travailler uniquement avec des biostatisticiens et des épidémiologistes, ça ne suffit pas. Il faut rajouter de l'expertise actuarielle derrière pour arriver à les convaincre. Évidemment, comme dans la plupart des choses qu'on fait, la disponibilité des données est cruciale. Et il faut vraiment avoir des données. Et donc, on est en train de travailler, je vous ai montré avec Fanny. Donc, Aurel, il travaille beaucoup sur l'aspect multistate et tout ça. Fanny, elle travaille plutôt sur que faire quand on n'a pas de données ou quand on n'a pas de bonnes données. Et donc, on a un projet où on essaye quelque part d'emprunter des registres à d'autres pays et puis de les adapter à la population de notre pays. D'accord? Donc, c'est encore un petit peu de la cuisine, de la popote pour le moment, mais c'est ça qu'on est en train de faire. On avait l'idée, mais je ne sais pas si on aura le temps de faire, de développer d'autres méthodes. Donc, il y avait une méthode de Haspline pour la modélisation des hasards. J'avais travaillé avec Antoine qui est ici sur les joint models avec du Cure. On pourrait aussi se demander si ça ne peut pas être utile également. Et alors, on est en train de réfléchir aussi à des produits plus innovants. Par exemple, quand c'est un couple qui achète une maison plutôt qu'une personne seule, on pourrait en fait mettre
l'assurance vie sur les 2 personnes avec des proportions qui changent en fonction du fait qu'il y en a un qui est mieux et l'autre qui est moins bien et ainsi de suite. Voilà. Alors ça termine. Alors j'aimais beaucoup cette petite illustration. Donc vous voyez ici en dessous, comparaison entre la Belgique et voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.